Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'étape numéro 19 de ce Tour de France 2022. Étape qui a été, ma foi, spectaculaire sur la fin. Même si c'est pas une étape qui m'a passionné énormément, avec ce match entre sprinter et baroudeur qui s'est joué dans le final. Et la première victoire française de ce Tour de France 2022 avec Christophe Laporte. On reviendra sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et puis à partager également la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé cette étape. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, surtout si vous rajoutez toutes les notifications. Je précise également que dans cette vidéo, je ne parlerai pas des gens qui se sont mis sur la route pendant l'étape, parce que je l'ai dit lors de la dernière fois, je ne parlerai plus sur ce Tour de France. Il y avait d'autres manifestations, je crois que j'ai déjà dit le fond de ma pensée sur ce genre de choses. Je pense que vous avez compris mon avis là-dessus, donc j'ai pas besoin d'en rajouter derrière, sinon ça va être chiant et ça va m'énerver. Du côté de cette étape, on va parler vraiment du sportif. Étape intéressante avec une belle échappée qui s'est reformée. Parce que voilà, on a eu un premier groupe pendant une partie de la journée, on a eu Quinn Simmons, et puis à 25 bornes de l'arrivée, en fait, on est revenu trop vite sur les hommes de tête. Et comme souvent dans ce genre de cas, il y a eu un contre, et le contre a tenu très longtemps. Il a tenu 30 bornes à l'avant, et au final, on n'est jamais totalement revenu sur le contre. Qui a joué vraiment très bien, très bien à l'avant. Notamment Fred White, notamment Jasper Stuyven, qui ont été forts. Aussi parce que, pourquoi on a été dans cette situation-là? Parce que dès le matin, on ne voulait pas qu'une échappée grosse parte. On a bien compris, à 51 de moyenne sur la première heure de course, c'est encore roulé vite, qu'on ne voulait pas que ça parte. Et puis après, quand ça roule à 51 de moyenne, les coureurs qui étaient un petit peu souffreteux, les coureurs qui n'étaient pas au top, et derrière, ça craque complètement. On a quand même roulé à 48,6 de moyenne. 48,7 même si j'arrondis. 48,700 sur après 3 semaines de course qui ont été intenses, quoi. Donc oui, ça a fait d'énormes dégâts en fait cette étape-là. Et on voit qu'il y a beaucoup d'équipiers qui, au final, n'avaient plus les capacités de faire leur job dans le final. Et ce qui fait que ça a été très très chaud. Parce que, oui, il fallait tenir le rythme dans le final. Ça roulait quand même extrêmement fort aujourd'hui. Du côté de la formation... du côté de Bike Exchange, de Total aussi, on a roulé très fort. Ça a roulé très très fort dans le final. Et ça a eu des conséquences, vu qu'à la fin, on a été avec une victoire un petit peu surprise. Van der Poel, dont on n'attendait peut-être pas qu'il s'impose aujourd'hui. Mais on n'attendait pas. On aurait pu se douter que chez Lotto, chez Jumbo, Jumbo Visma, on tente le coup quand même avec Laporte aujourd'hui. Et donc première victoire française, ça a été une belle étape aujourd'hui du côté de ce Tour de France. Malgré le fait que ça a été une étape intéressante, certains je pense ont apprécié l'étape. Moi, ça n'a pas été un grand kiff, la note de l'étape, j'ai mis 9 sur 20. Je sais que ça va peut-être pas plaire à certains. Mais en fait, je me suis un peu ennuyé à certains moments. Alors il faut savoir que j'ai suivi vraiment que les 58 derniers kilomètres précisément même, parce que j'ai préparé le Tour de France féminin. J'ai même enregistré la présentation de l'étape numéro 1 qui sera en ligne demain après-midi. Si vous voulez suivre le Tour de France féminin, on fera une revue d'effectifs un petit peu, des têtes d'affiche en passant, et j'ai préparé les présentations des 3 premières étapes aujourd'hui. Donc voilà, il y avait un petit peu de taf et j'ai encore du boulot parce que j'ai fait que les 3 premières étapes, c'est-à-dire qu'il m'en reste 5 qu'il va falloir que je fasse en même temps que le Tour de France. C'est compliqué, les 2 courses enchaînées, mais ce qui fait que moi j'ai pas hyper apprécié plus que ça l'étape. En fait, je me suis un peu ennuyé presque. Alors le final rehausse un petit peu la chose, mais
Bon, j'ai pas. Voilà, ou c'était peut-être moi qui étais fatigué, je sais pas, mais j'ai pas pris un grand plaisir à regarder cette étape. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bah, du côté des bilans des Bleus, Christophe Laporte, hein. Première victoire sur le Tour de France, victoire également sur Paris-Nice cette année pour Christophe Laporte, qui avait fait un sacré numéro également à Kurn, Bruxelles-Kurn, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait lancé son sprint de loin. C'était son premier jour de course de l'année, et bon, il en a fait des résultats. Moi, je suis pas surpris parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, vous savez que c'est un coureur que j'apprécie. Je disais déjà chez Cofidis, quand on lui donne les clés du camion, normalement il s'en sort toujours très très bien. Il avait déjà fait deuxième d'une étape du Tour de France chez Cofidis à l'époque, et derrière Arnaud Démare notamment. Et j'avais dit, à chaque fois notamment qu'on lui donne les clés du camion chez Cofidis, il fait des grands résultats. 2021, on lui donne les clés du camion, il performe. J'irai sur la plupart des courses, un peu plus en difficulté sur le Tour de France, mais il prend quand même une deuxième place à Libourne. Deuxième d'une étape du Tour de Suisse également. Premier du circuit de Wallonie. Voilà, il avait fait des bons résultats l'année dernière, hein, et en remportant la première étape de l'Étoile de Bessèges en étant impressionnant ce jour-là, Christophe Laporte. Et c'est vrai qu'il a passé un cap chez Jumbo, mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que chez Cofidis, avec une équipe qui n'était pas toujours bien organisée, il faisait déjà des super résultats. Donc avec une équipe qui est à la pointe de l'organisation, bah voilà, il performe. Il performe, Christophe Laporte. Il a fait quand même un super boulot aussi, il faut le dire, pour Vingegaard pendant les 3 semaines. Aussi un petit peu pour Roglic. Il ne faut pas l'oublier, notamment sur l'étape de pavé. Et puis, bah, il a été performant très souvent. Et puis là, bah, c'est une récompense. On lui a laissé la victoire, un petit peu, du côté de Van Aert. Et puis Van Aert, il y a le contre-la-montre aussi. Et puis ça a permis peut-être de déjouer certaines cartes qui s'attendaient plutôt à voir Van Aert à l'avant et pas à la porte. Et ce qui fait qu'il... Bon. Et puis il a très bien géré dans le final. C'est-à-dire qu'il l'a senti avec de la vista, quoi. À deux bornes de l'arrivée, il faut le sentir quand même, l'action. Faut faire le jump sur les hommes de devant. Et puis après, il s'est pas affolé, il lance son sprint aux 500 mètres, mais parce que 580 mètres de l'arrivée, parce qu'il sait que devant, ils sont cramasses, qu'ils ont tout donné. Et il les a mangés devant. Mais il a fait quand même un super sprint, parce qu'il part aux 580 mètres, on va dire qu'il s'écroule dans les 100 derniers mètres, mais que dans les 100 derniers mètres. C'est-à-dire qu'il a fait 400 mètres de sprint avec une bosse. Sacrément costaud quand même, Christophe Laporte aujourd'hui. Et puis, bah, c'est la confirmation que Jumbo cette année était imbattable. 5 victoires d'étape sur ce Tour de France, avec 3 coureurs différents aussi. Il faut remonter, je pense, à l'époque de Renault peut-être, qui a certaines années, 83-84, Renault à l'époque avait dominé le Tour de France, mais ça montre qu'ils ont été au-dessus et qu'il a été très très fort. Christophe Laporte, et voilà, belle victoire de la part de Christophe. C'est une belle satisfaction pour le coureur français. Puis en plus, je pense que c'était pas très loin de chez lui, la Seine-sur-Mer. On était dans le sud-ouest aujourd'hui, hein, donc c'était pas hyper loin. Cahors, presque à domicile. À domicile de loin, mais à domicile quand même. Goujard, du côté de la BNB. Pour une fois, je vais dire une bien de BNB Hotel. Sortez les briquets presque. Parce que c'est lui qui relance la course, en fait. S'il y a cette échappée-là, qui tient aussi longtemps, c'est grâce à lui. Et pourquoi il a relancé la course ? Plus rien à perdre chez BNB. Plus rien à perdre. Mozzato était pas là. Bonamour, Pierre Roland perdu dans la nature. On sait même pas s'ils vont finir dans les délais, hein, Pierre Roland et Bonamour, parce que les délais sont de 25 minutes. Ça laisse pas beaucoup de temps pour finir. Mais lui, il a été juste très bon en fait, Goujard. Faut relancer. Ils viennent de finir. Pierre Roland, il a fini 136e. Je suis pas sûr, Bonamour, je l'ai pas vu encore. Ouais, Bonamour, elle est peut-être hors délai. Hein. Ou il sera peut-être limite. On va vérifier ça. Mais au moins, il a relancé la course. Au moins, il a fait le job, Goujard, aujourd'hui. Au moins, on a vu le maillot BNB aujourd'hui, et dans une belle étape. Avec Stuyven et Koen Simon, c'était bien tenté de relancer la course à 30-35 bandes de l'arrivée. Sur une étape comme ça, en 3e semaine,
tu sais que ça peut passer, donc faut le faire. Et bah pour une fois, ils sont pas passés pour des clowns. Et en même temps, ils ont montré le maillot. Alors, on a réussi les deux options aujourd'hui. Heureusement quand même qu'il y a eu Goujard sur ce Tour de France pour BNB. Il y a eu Goujard et Mozzato, les autres étaient aux fraises. Heureusement qu'il y a eu Goujard et Mozzato pour... d'un côté Mozzato pour faire des top 10, du côté de Goujard pour animer un petit peu la course à l'avant de la course, parce que Cyril Barth, bon bah il avait déjà du mal à choper les échappées. Cyril Lemoine, on ne l'a pas vu. Jérémy Lecros, à part la première étape, en digne, Jérémy Lecros, sinon après derrière, les deux premières étapes et après il a disparu. Schoenberger, on l'a vu dans une ou deux échappées, mais pas non plus incroyable. Et puis Bonamour et Roland, ils ont été très discrets sur ce Tour de France. Je me demande encore, parce qu'il semblerait que ça soit pas Carrefour au final, que les informations étaient fausses. Ce qu'a dit Jérôme Pinault, que c'était une fake news. On verra dans 3 semaines, dans 4 semaines. Mais je me demande vraiment qui veut foutre 10 millions d'euros dans BNB, parce que pour arriver à un budget de 19 millions, vu que BNB c'est entre 7 et 8, faut apporter à peu près 10 millions d'euros, on va dire. Donc ouais, je me demande bien qui va foutre 10 millions d'euros dans cette équipe. Vraiment, ça me... De manière rivoise, ça me trouve le cul un petit peu. Je poursuis avec après Goujard, avec Sénéchal, quatrième aujourd'hui. Quand on lui fait confiance, c'est Quick Step à Sénéchal, ça fait des résultats. Hein. C'est dommage qu'on lui fasse pas assez confiance. Sénéchal, en plus, il a besoin de monde autour de lui. C'est un coureur qui est pas pur sprinter, c'est-à-dire que pour frotter, il faut qu'il y ait du monde autour de lui. Mais il a des qualités de vitesse indéniables. Mais pour ça, il faut lui laisser de la place, quoi. Il faut qu'on lui dise... il faut l'aider, quoi. Et pour l'instant, ça n'avait pas été trop le cas. Donc là, voilà, une 4e place pour Florian Sénéchal. Florian Sénéchal, dans d'autres formations, il serait totalement leader. Je pense même chez Israël, par exemple. Alors, chez EF, on parlerait de récupérer je sais plus qui comme sprinter. J'ai oublié le nom. J'ai vu que chez BNB, c'est Chessball. Ils ont vraiment regardé la dernière année et demie de Chessball, parce que c'est pour le relancer, hein, c'est pas pour attendre des résultats tout de suite. Chessball, pour le moment, c'est un peu un échec. Enfin, c'est un peu un échec, c'est qu'il est un peu dans une impasse. Mais Sénéchal, aujourd'hui, il pourrait être leader dans d'autres équipes. Hein. Il pourrait avoir un meilleur statut aujourd'hui, Sénéchal. Je pense, même chez BNB, hein, pour avoir un meilleur statut. C'est dommage qu'on lui fasse pas assez confiance chez Quickstep. C'est un coureur où on lui fait pas assez confiance, qui fait que il a du mal quand même à sortir des très gros résultats jusqu'à maintenant. Bon, il a une victoire sur la Vuelta, il a le Samin et la Primus Classique. Il a 3-4 victoires, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a 29 ans déjà, donc plus si jeune que ça, et qui est pas toujours bien utilisé. Alors il a un contrat jusqu'en 2023. Je pense qu'à 30 ans, il faudra peut-être réfléchir à voir Huawei. Est-ce que Quickstep, c'est forcément l'endroit où il faut aller? Peut-être pas. Peut-être pas aujourd'hui. C'est un coureur qui pourrait être leader quand même dans d'autres formations. Et ça, c'est pas n'importe clair. C'est n'importe quoi plutôt. J'ai réussi à sortir une phrase en français. Mais oui, bon après il a fait aujourd'hui une belle 4e place, donc c'est plutôt intéressant. Et puis je termine avec un flop, c'est Total. C'est depuis longtemps que j'avais pas mis Total en flop. Ça me fait du bien. Pour ceux qui ont regardé les vidéos l'année dernière. Aujourd'hui c'est quand même un gros flop parce que tu roules toute la journée et et Sagan n'est pas là. Alors déjà moi je trouve que c'était couillu de rouler toute la journée pour Sagan. Parce que j'avais quand même l'impression que Sagan, il n'avait pas les jambes du début de tour. Mais bon, je me dis, ils ont peut-être une assurance là-dessus. Parce que moi, j'aurais quand même plutôt tenté d'aller prendre l'échappée. J'aurais pris l'échappée avec Turgis ou avec Burgodo. J'aurais pris l'échappée. Et ça aurait peut-être été mieux parce que Sagan, il finit 34. Donc juste devant Bonnard, en passant.
quand tu roules toute la journée et que tu as ce résultat-là, tu as un peu les boules. Tu as même grave les boules. Et je pense que dans son équipe, on va être très très déçus ce soir. Mais ouais, un résultat décevant. Donc on est à -7, hein, je crois, au point JR, parce que j'ai pas vérifié, mais je crois que je suis à -7 au point JR. Mais oui, c'est décevant parce que un mec comme Sagan, il aurait dû aujourd'hui être devant dans un sprint, mais il a pas les jambes de toute manière excellentes. Enfin, quand tu regardes son année 2022, c'est 3-4 sprints qu'il a réussi, quoi. Sinon, le reste a été pas bon. Alors l'avantage, c'est qu'il a quand même redonné confiance à tout un effectif. J'ai envie de dire, vu ce qu'il a apporté à l'équipe, on pourrait presque dire que c'est une bonne année. C'était un bon transfert de toute manière, Peter Sagan, mais c'est dommage pour Total. C'est dommage même du côté de la Total, parce qu'à part la 3e place de Boasson-Hagen, sur l'étape des pavés, il n'y a pas eu de grands résultats, hein. C'est un tour où on est encore passé un petit peu à travers, hein, du côté de... Il y a eu la 4e place de Sagan, la 3e place de Boasson-Hagen. Moi, on attendait peut-être quand même un peu mieux. Pierre Latour a été quand même peu près... Enfin, il a tenté d'en échapper, mais on a bien vu que trop limité. En montagne notamment, et en contre-la-montre, bah, c'est plus ça non plus. Bonnard, bah, homme de l'ombre. Burgodeau, ça n'a pas été facile parce qu'il est tombé d'entrée. Turgis, tombé d'entrée aussi. Et puis Daniel, c'est vrai que ça n'a pas été une équipe qui a vécu un Tour de France facile, un début de Tour de France facile, mais bon. Là aujourd'hui, je pense qu'il y avait mieux à faire que de rouler pour Sagan. Je pense que c'était pas une bonne idée de la part de la Total de rouler pour Sagan, parce que je m'attendais à ce que le résultat soit en demi-teinte, et le résultat est en demi-teinte ce soir. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Quinn Simmons. Ça a été un des animateurs de ces 3 semaines de course. Il mériterait presque d'être super combatif. Il mériterait d'être dans la liste. Parce qu'il est super animateur. J'aime pas le terme combatif. Je trouve que c'est pas le bon terme, hein. Je vous l'ai dit pour ce classement. C'est le prix de l'animateur. Je pense que ça a été un des animateurs de ces 3 semaines de course, quand même, Quinn Simmons. Dans beaucoup d'échappées, il a notamment participé à la victoire de Peterson. Et tous les il a été quand même dans beaucoup d'échappées, avec Van Aert à Longwy, où il fait quand même une sacrée journée à l'avant. Déjà, il a le sens quand même de la course pour prendre la bonne échappée, parce qu'il n'en a pas raté beaucoup des bonnes. Quinn Simmons, il n'a pas roulé dans des coups foireux. Il a quand même une certaine vista, je trouve, pour sentir les trucs. Et puis une capacité d'endurance et de récupération qui est assez dingue, parce que il fait gagner Pedersen. Le lendemain, il repart en échappée. Ça, faut être costaud quand même. Faut être sacrément fort. Je pense que Quinn Simmons, à la fin de ce Tour de France, il a pris au moins... va falloir augmenter son salaire du côté de la Trek. Il a pris de la renommée. Ça, c'est clair net. Mais il a été bon encore aujourd'hui, hein, parce que c'est le dernier à être repris par le peloton. Alors que l'échappée n'a jamais vraiment eu beaucoup d'avance, mais lui, il a toujours tenté d'y croire. Il s'est toujours donné au maximum, Quinn Simmons. Et après, après, le peloton était plus fort. Mais sacré 3 semaines quand même de Quinn Simmons. Ça a été un des coureurs qu'on a beaucoup vu avec Kort Nielsen, aussi avec Van Aert. Ça fait partie des 3-4 animateurs de ces 3 semaines de course. S'ils n'avaient pas été là, avec Pogacar aussi, qui a encore tenté Pogacar, ça aussi c'est extraordinaire sur une étape de plat de tenter une attaque quand même, de suivre une attaque. C'est culotté. Mais oui, ils ont été les 3-4 animateurs, 4-5 animateurs de ces 3 semaines, quoi. S'ils n'avaient pas été là, on se serait fait un peu plus chier. C'est le problème même des coureurs français, c'est qu'ils n'ont pas été très animateurs de la course, hein. Si t'enlèves Gaudu, Quintana et Bardet, c'est vrai que Pinot a tenté quelques fois, mais il y a quand même quelques coureurs, je parle même pas de BNB Hotel, hein, mais même chez Total, même chez Cofidis, on n'a pas été totalement parfois animateurs de la course, on a peut-être été un peu trop discret pour certains coureurs français. Je poursuis avec Philipsen. Encore un podium pour Jasper Philipsen. C'est quand même un coureur qui finit toujours bien ses grands tours, hein.
Ça, c'est une belle qualité pour Jasper Philipsen. Il faudra faire attention à lui dimanche. Parce que Van Aert sera très contrôlé. Il a quand même fait beaucoup rouler ses hommes aujourd'hui, donc ça a été compliqué. Mais Philipsen, il a quand même fait des très bons résultats cette année sur le Tour de France. Donc deuxième aujourd'hui, vainqueur du côté de Carcassonne. Cinquième à Nyborg, Zonderborg troisième, Calais deuxième, huitième à Valère-Sarenberg. Voilà, il y a quand même 6 résultats dans le top 10 pour Philipsen. Il y a peu de sprinteurs sur ce Tour de France qui peuvent dire qu'ils ont fait la même chose. Il a été donc d'une grande régularité. C'est un coureur qui pourrait peut-être, s'il n'y avait pas Van Aert, participer au niveau du maillot vert. Parce que je pense qu'il ne doit pas être si loin que ça au niveau du maillot vert, Coco. Il est deuxième avec 236 points. 460 pour Van Aert, on m'a dit le record c'était 477. Ça sera battu. Mais du côté de Philipsen, il a été très régulier pendant ces 3 semaines. Il a fait du bon boulot, quoi. Il a fait du bon boulot. Lui, il a plutôt réussi son Tour de France. Il y a peu de sprinteurs aussi qui peuvent dire on a réussi notre Tour de France. Il y a lui, Pedersen, Laporte Van Aert. Et puis Groenewegen qui a quand même gagné, qui en a quand même claqué une. Sinon, c'est vrai qu'il y a d'autres sprinteurs, ça a été plus difficile sur ces 3 semaines de course. Je pense notamment à Caleb Ewan. Mais voilà, bon résultat pour Philipsen deuxième, et puis Dainese. Fort quand même du côté de Dainese. Je rappelle qu'il a fait 3 semaines de Giro. Il gagne déjà en fin de Giro, Dainese en deuxième partie de Giro. Là, il fait 3 semaines de Tour de France. Il fait podium sur l'étape numéro 19. S'il avait été un peu plus aidé par la DSM à un moment, je pense qu'il aurait pu faire un encore meilleur résultat. Mais Dainese, c'est une pépite aussi. On n'en parle pas énormément de Dainese, mais il a 24 ans, enchaîné 2 grands tours à 24 ans avec ses résultats en étant sprinter. C'est que son 3e grand tour de sa carrière, Dainese, parce qu'il avait commencé sur la Vuelta l'année dernière. Il a fait les 3 derniers grands tours d'affilée. Donc c'est quand même sacré niveau, Dainese, en ce moment. Et puis il marche fort, l'Italien fait vraiment des bons résultats. Là aujourd'hui 3e. Il avait fait 7e de l'étape numéro 3. C'est quand même bien de faire ça après 3 semaines de course. Surtout que lui, on avait peut-être prévu un autre programme, je pense, pour Dainese. Je ne sais pas si on avait prévu tout de suite de faire les 2 grands tours d'affilée. Mais je pense aussi qu'avec les points UCI à les récupérer, peut-être qu'on a changé son programme à l'italien. Mais faire ça à 24 ans, je trouve que c'est quand même pas mal. Dainese. En plus, faire ça avec une équipe qui n'est pas une équipe avec des bons rouleurs, contrairement à où il avait Chase Ball notamment, une équipe quasiment à son service lors du dernier Tour d'Italie, puisqu'il y avait peu de coureurs qui entouraient vraiment Romain Bardet. Autant là, il y avait un peu plus de coureurs de montagne, mais Dainese a fait vraiment du bon job sur ces 3 semaines de course, donc on peut saluer le travail du coureur italien. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, ça va aller assez vite. Je commence avec Caleb Ewan. Il est passé à travers son Tour de France comme il était passé à travers de son Tour d'Italie. Ça a quand même d'énormes conséquences pour la Lotto, parce que la Lotto avait misé entièrement sur lui, sur ce Tour de France, sauf avec Tim Willems, qui était le seul grimpeur du groupe. Et aucune victoire d'étape, mais très peu de points en fait récupérés par la Lotto sur les différents résultats. Là aujourd'hui il finit 10e. Sur un sprint comme ça, il doit faire mieux. C'est la déception du côté des sprinteurs, parce qu'on se disait il va peut-être se relancer après le Tour d'Italie, et puis en fait pas du tout. Pas du tout. Il a été alors il y a des sprints où il a été gêné, mais il était quand même déjà en 2e rideau au moment de lancer son sprint. Là il finit 10e quoi. Sur un sprint en boss en plus, qui correspond quand même plutôt à ses qualités. Saison à oublier pour Caleb Ewan, mais ça arrive quand même pas au bon moment pour la Lotto. Il faut se contenter d'Arnaud Delis, mais à un moment Arnaud Delis va aussi se fatiguer, c'est sa première année chez les pros. On fera un point sur le classement UCI après le Tour de France masculin.
Je pense que Lotto reste dans une situation périlleuse. On pensait qu'il voyait un petit peu le bout du tunnel, notamment après le Tour d'Italie, mais non, pas du tout. Là, le meilleur résultat, c'est 9ème à Zonderborg pour Caleb Ewan. C'est un peu craignos, quoi. Il n'a pas gagné depuis le Tour de Turquie, depuis la 6ème étape du Tour de Turquie. Donc le bilan est maigre quand même, parce qu'il a 5 victoires cette année. On a vu mieux pour Caleb Ewan. 5 victoires, c'est pas très impressionnant pour le coureur australien. Mais là, cette année, pourtant, il m'avait fait une belle impression lors du début de saison, notamment lors du Saudi Tour, du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. J'avais dit, il m'a fait une belle impression, alors juste en dessous de Philipsen et Jacobsen, mais sur les sprints sur le plat, il m'a fait vraiment une belle impression. Et puis, au final, la saison est pas bonne. Alors peut-être en forme trop tôt, peut-être des problèmes sur la programmation de saison. Bon, maintenant, il va falloir préparer la fin de saison du côté de Caleb Ewan et voir sur quelle course on l'envoie pour marquer des points, parce qu'il va falloir marquer des points UCI et il va falloir aller sur beaucoup de courses. Est-ce qu'on ira sur des courses de la Coupe de France parce que ça permet de rapporter des points? Il y a la Coupe de Belgique aussi, mais il va falloir faire des résultats pour Caleb Ewan et pour la Lotto parce qu'on sera en manque de points. Jacobsen, c'est dur quand même. Jacobsen, c'est un bon sprinter sur le plat, on l'a dit, c'est celui qui m'a fait la meilleure impression. Bonamour a fini dans les délais, 139e à 21 minutes 55. C'est lui qui m'a fait la meilleure impression sur les sprints sur le plat, Jacobsen. Le problème, c'est que sur un tour comme ça, est-ce que c'était une bonne idée de l'envoyer sur le Tour de France quand on savait les pentes qu'il y allait avoir? Ça, c'est déjà une question qu'on peut se poser. Moi, j'aurais peut-être été plus sur le Giro. Le Giro me semblait plus à la portée d'un sprinter. Alors certes, il y a la renommée du Tour de France. Le Tour d'Italie, c'est pas mal aussi. Après, c'est Cavendish qui a été content. Il a pu gagner sa victoire d'étape. Mais du côté de Jacobsen et de la Quick Step, je pense que c'était pas une bonne idée d'aller sur ce Tour de France-là. Alors certes, il y avait le Danemark. Mais tu savais très bien qu'après le Danemark, on le verrait plus. On ne l'a pas vu pendant 2 semaines et demie, Jacobsen. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur les 3-4 premiers jours, et puis après, disparu. À part pour la course contre les délais. C'était un Tour de France compliqué pour lui. Mais ça doit lui faire comprendre qu'aujourd'hui, tu peux plus être seulement sprinter sur le plat, je pense. Il faut que tu aies un minimum de qualité sur les bosses. Tu peux pas te contenter de faire sur un Tour de France 3 sprints, 4 sprints dans l'année. C'est pas concevable. Il n'a pas fait assez de sprints, Coucou, mais parce que souvent il était distancé. Ça a été un problème. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est distancé. C'est dommage. C'est dommage pour Jacobsen. Mais c'est sûr que il a pris quand même un petit peu du plomb de l'aile. Alors, il a sa victoire d'étape. Mais je pense que il venait pas seulement pour une victoire d'étape. Il venait, je pense, pour marquer un peu plus le classement. Et ça, il n'a pas réussi. C'est vraiment un peu dommageable parce que pour moi, il aurait pu faire un bon résultat et qu'il n'a pas réussi. Et puis je termine avec Intermarché. Je pense que quand on a Alexander Kristoff, Pasqualone dans son équipe, on ne peut pas se contenter seulement d'une 15e place sur une étape comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tu as Pasqualone et Kristoff. Kristoff qui, en passant, a quand même été super discret sur le Tour de France. C'est vrai qu'on s'attendait quand même plus à voir Intermarché sur les sprints qu'en montagne avec Meintjes. Or, c'est en montagne avec Meintjes que cette équipe s'est mise en avant. Et pas sur le sprint. En passant, ça fera encore un coureur dans le top 10 pour Intermarché sur un grand tour. Ils en ont mis 2 sur le Giro, 1 là, parce qu'il y en aura un sur la Volta. Ça montre quand même les très bons résultats du côté d'Intermarché. Mais oui, je pense que du côté d'Intermarché, quand tu as Kristoff ou Pasqualone, tu peux pas faire 15e, quoi.
Je pense que déjà, bon, il aurait fallu que ce soit Pascolan qui soit protégé, plus que Christophe. Et puis ils sont quand même passés à côté sur les sprints, quoi. Normalement, ils auraient dû être plus performants sur les sprints. Christophe, il n'a pas fait de grands résultats cette année, à part la 4e place à Calais. Mais sinon, il a été tout le temps en dehors du top 10. Donc pour un sprinter, c'est quand même... Et puis c'est surtout l'un des plus gros salaires. Enfin, c'est quand même un salaire important dans l'équipe. Il a qu'un contrat d'1 an, hein, en passant Christophe à 35 ans. Est-ce que ça sera pas la retraite? Est-ce que ça sent pas la retraite pour Christophe? Je sais pas, hein. Certes, il a remporté le Châle des Prags. Il a remporté des courses cette année, hein. Mais on s'aperçoit que dès qu'on arrive sur une opposition importante, c'est plus compliqué, quoi. Là, ça a été difficile pour Christophe. Et à 35 ans, tu réfléchis au bout d'un moment. Foncièrement, tu réfléchis à est-ce que je dois continuer, est-ce que j'ai encore la passion. Mais c'est dommage parce que il y a eu des opportunités de victoire pour Christophe, mais je pense que chez Intermarché, ils n'ont pas su les saisir. Et ça, c'est toujours un petit peu frustrant dans ce genre de situation. Il y avait des arrivées avec des petites bosses, ce genre de choses, ça convient forcément à Christophe et ils n'ont pas réussi à performer avec. Bon, voilà, un peu dommageable pour Alexander Christophe. Demain, présentation donc de la première étape du Tour de France féminin, ça sera dans l'après-midi, mais à 7h30 du contre-la-montre individuel de Rocamadour. Le débrief dans la soirée. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Mac Production.